Salam alaikum. Alors, notre cours de magnétostatique se poursuit par le paragraphe suivant qui va traiter les dipôles magnétiques. Alors, dipôles magnétiques, je vais d'abord rappeler ce que vous avez vu en électrostatique, la notion de dipôle, voilà, le dipôle électrique, on va le rappeler, ainsi que la définition du moment dipolaire d'un dipôle électrique. Alors, vous savez qu'un dipôle électrique est l'association rigide de deux charges ponctuelles, plus Q et moins Q, placées en deux points N et P, telles que la distance qui les sépare, la distance NP, est très petite devant les distances considérées. C'est-à-dire, si on s'intéresse aux propriétés du dipôle en un point M, qui est à la distance petit r, eh bien, il faut que petit r soit très grande devant la distance NP. Donc, un dipôle électrique, c'est l'association rigide de deux charges ponctuelles de signes opposés et de même valeur absolue, placées en deux points très proches, N et P, tels que cette distance NP est très faible devant la distance considérée, c'est-à-dire la distance qui sépare le dipôle du point où on cherche à étudier ses effets. Nous avons montré que un tel dipôle, on lui associe un moment dipolaire P qui est défini par le vecteur P égale à la charge Q multiplié par le vecteur NP qui est dirigé de la charge négative vers la charge positive. Nous avons choisi les initiales N et P comme étant N pour la charge négative et P pour la charge positive. Donc ce vecteur, il est toujours dirigé de la charge négative vers la charge positive. Je le représente ici par une flèche dirigée de N vers P. Bien, pour un tel dipôle, on montre que le potentiel qu'il crée au point M, il se met sous la forme suivante, Vm égale à la constante 1 sur 4 pi epsilon 0, produit scalaire de P, moment dipolaire, par le vecteur R sur R à la puissance 3. Ça, c'est le potentiel produit par le dipôle au point M. Et on peut déduire, à partir de la relation E égale à moins gradient V, on peut déduire le champ électrique au point M. On montre qu'il possède deux composantes, donc on ne va pas entrer dans ces détails. Il suffit de rappeler qu'on obtient E en déterminant le gradient du potentiel V avec le signe moins. Bien, ça c'est un rappel pour le dipôle électrique que vous connaissez déjà, que vous avez déjà vu en électrostatique. De la même manière, nous allons définir un dipôle magnétique de la façon suivante. Un dipôle magnétique, c'est une petite boucle, c'est un petit circuit c'est un circuit ou bien une boucle parcourue par un courant d'intensité I
parcouru par un courant d'intensité I, et dont la taille est très petite devant les distances considérées. C'est le même raisonnement que celui, ou bien c'est la même définition que celle qu'on a donnée pour un dipôle électrique, devant les distances considérées. Bien. À partir de cette définition, je peux représenter mon dipôle électrique de la façon suivante. Je vais prendre une boucle qui est parcourue par un courant d'intensité I. Cette boucle va avoir une taille qui est représentée par exemple le rayon R. Et puis le point M considéré, il est à une distance très grande, telle que R est très supérieur devant le rayon de cette boucle. On définit aussi le moment dipolaire magnétique associé à ce dipôle de la même manière que celle d'un dipôle électrique, de la façon suivante. Donc on associe à ce dipôle un moment dipolaire défini par, on associe à ce dipôle le moment dipolaire M défini par vecteur M égale. Alors, ce qui va remplacer la charge petit q dans le cas du moment dipolaire I, ce sera bien sûr le courant I qui traverse la boucle. Donc, on remplace la charge par I. Et puis, NP, le vecteur NP qui caractérise la distance entre la charge négative et la charge positive, ça sera remplacé par la surface du circuit. C'est la surface S du circuit. Et bien sûr, la surface doit être représentée par un vecteur, donc il faut la multiplier par un vecteur normal à la surface que je note n. N, c'est le vecteur normal à la surface, tel que le sens de n est lié à celui du courant I par la règle du tire-bouchon. N, c'est un vecteur unitaire normal à S
dans le sens est lié à celui de I, à celui du courant I qui traverse la boucle, par la règle du tire-bouchon. D'après le schéma que j'ai choisi ici, puisque le courant circule dans ce sens-là, ça veut dire que le vecteur n, ça sera un vecteur qui est montant, qui est dirigé comme ça, normal à la surface, et qui est montant. Et par conséquent, le vecteur m est représenté comme ça. Donc c'est le moment dipolaire associé au dipôle magnétique défini comme on vient de le dire. Eh bien, par analogie avec le moment dipolaire électrique, on montre que le potentiel vecteur A créé au point M par ce dipôle magnétique, ce potentiel vecteur, on peut l'obtenir par analogie avec le potentiel scalaire. 1 sur 4 pi epsilon 0 sera remplacé par la constante mu 0 sur 4 pi. Nous avons montré précédemment que dans l'analogie, il faut remplacer le 1 sur epsilon 0 par mu 0. Donc 1 sur 4 pi epsilon 0 sera remplacé par mu 0 sur 4 pi. Le moment dipolaire électrique P sera remplacé par le moment dipolaire magnétique M. Le vecteur R, ça ne change pas. Divisé par la distance R au cube, ça ne change pas. Mais il y a une différence, c'est que puisque le potentiel vecteur, c'est un vecteur, donc le produit entre M et R, ça sera un produit vectoriel. Alors que dans le cas du potentiel électrique, puisque le potentiel électrique est un scalaire, donc le produit entre le moment dipolaire et R, c'est un produit scalaire. Donc, AM égale à mu0 sur 4pi, M vectoriel R sur R3 représente le potentiel vecteur créé par un dipôle magnétique de moment dipolaire M, on a un point M qui est très loin du dipôle. Et on peut déduire à partir de cette relation les composantes du champ d'induction magnétique créé par ce moment dipolaire à partir de la relation B égale à rotationnel A. On définit le rotationnel dans le système de coordonnées convenable et on calcule le rotationnel. Ça va donner deux composantes, une composante radiale et une composante tangentielle. Je ne vais pas rappeler ici leur expression, vous les avez sur le polycopier. Donc c'est tout ce qu'on va dire pour le moment dipolaire. Vous aurez l'occasion de le voir plus en détail, le moment dipolaire magnétique, ainsi que les effets du moment dipolaire électrique en électricité 3. Je vais passer ensuite au paragraphe suivant qui va traiter des forces magnétiques. Alors, force magnétique. Alors, c'est paragraphe 8, il me semble. Force magnétique.
Bien, alors pour les forces magnétiques, je rappelle qu'on a fait une analogie au départ entre les phénomènes électriques et les phénomènes magnétiques. On peut aussi l'étendre aux forces de gravitation. Si vous avez une masse, par exemple la Terre, représentée par la masse M, qui va créer un champ de pesanteur autour d'elle, eh bien la force qu'exerce la Terre sur une masse au voisinage, c'est la force poids, P, qui est égale au produit de M, qui subit la force, par le champ créé par la Terre, qui est représenté par G. G, c'est le champ de gravitation. Si vous avez une charge grand Q ponctuelle et une charge petit q qui est aussi ponctuelle, la charge grand Q va créer au point M où se trouve la charge petit q un champ E. Et la force subie par la charge Q, ou bien exercée par la charge Q sur petit q, est égale à petit q multiplié par le champ créé par la charge grand Q. Donc c'est le produit toujours de la charge qui subit la force ou bien la masse qui subit la force par le champ où se trouve cette masse ou bien le champ où se trouve cette charge ponctuelle. Pour le champ magnétique, nous avons dit qu'il est créé par une charge en mouvement, donc Q multiplié par V, ou bien par un courant électrique qu'on représente par I dl. Donc si vous avez un champ d'induction magnétique créé par n'importe quoi et que vous placez une charge Q animée d'une vitesse V, eh bien cette charge va subir une force. Par analogie avec ce que nous avons vu, cette force, ça sera le produit de la quantité qui subit la force, c'est-à-dire Q multiplié par V, la charge animée de la vitesse, eh bien le produit par le champ B. Et puisque la quantité qui subit la force est un vecteur, et le champ est un vecteur, et que la force est aussi un vecteur, donc le produit doit être un produit vectoriel. Donc la force subie par une charge ponctuelle Q animée de la vitesse V, placée dans un champ d'induction magnétique B, est donnée par F égale à QV vectoriel B, qu'on appelle la force de Laplace. À partir de cette force, je peux aussi déduire la force subie par un circuit filiforme parcouru par un courant I, soit un circuit filiforme parcouru par un courant I et qui est placé dans un champ d'induction magnétique B. C'est placé dans une région où règne un champ d'induction magnétique B. Alors dans ce cas, quelle est la force subie par ce circuit filiforme? On va prendre un élément dl orienté dans le même sens que le courant I. Et puis, on va dire que puisque I est égal à dq sur dt, une charge élémentaire de ce circuit dq
qui est animé d'une vitesse V, parce que c'est un courant électrique. Un courant électrique, c'est un mouvement de charge. Eh bien, cette charge dQ animée de la vitesse V va subir, puisqu'elle est placée dans le champ d'induction B, une force que j'appelle dF, et qui est donnée par la force de Laplace, à condition de remplacer Q par dQ. Sera égal à dQ V vectoriel B. Or, je sais que le courant, l'intensité du courant, c'est I égale à dQ sur dt, ce qui veut dire que dQ est égal à I multiplié par dt. Ça, c'est dQ. Multiplié par V vectoriel B égale I. Alors V, la vitesse multipliée par le temps. La vitesse multipliée par le temps élémentaire, c'est rien d'autre que le déplacement élémentaire dl qui correspond à une petite portion du circuit, cette portion qui sera parcourue par la charge dq pendant l'intervalle de temps dt. Donc IDL et puis vectoriel B. Donc la force subie par un élément de circuit dl parcouru par le courant d'intensité I est placé dans le champ d'induction B et dF égale à I vecteur dl vectoriel B. Pour avoir le champ total subi par l'ensemble du circuit, il suffit d'intégrer cette expression sur tout le circuit. C'est une intégrale simple parce que c'est un circuit qui est filiforme. Sur tout le circuit filiforme de I dl vectoriel B. Et ça représente la force magnétique subie par un circuit filiforme parcouru par un courant d'intensité I placé dans une région où règne un champ d'induction magnétique B. Nous allons passer ensuite à un théorème important en magnétostatique. C'est le théorème de Maxwell qui va me permettre de déterminer le travail de ces forces magnétiques. Donc, théorème de Maxwell. Petit 1, théorème de Maxwell. Je vais considérer un circuit parcouru par un courant d'intensité I et qui est placé dans un champ d'induction magnétique B. Il est clair que sous l'effet de ce champ magnétique, il va y avoir une force magnétique qui s'exerce sur le circuit et dont l'expression vient d'être démontrée. Maintenant, sous l'effet de cette force, je vais supposer que mon circuit effectue un déplacement élémentaire et je vais choisir une portion dl de ce circuit qui va effectuer un déplacement que je vais appeler dm ou bien d de om.
Donc dm, c'est un déplacement élémentaire et dl, c'est une portion élémentaire du circuit. Il ne faut pas les confondre. dl, c'est une partie du circuit parcouru par le courant L et dm, c'est le vecteur déplacement élémentaire qu'on avait l'habitude d'appeler dl, mais pour ne pas faire de confusion, on va l'appeler ici dm. Je vais agrandir le schéma. Là, j'ai le vecteur dl, qui est une portion de circuit parcouru par le courant I. Et puis là, j'ai mon vecteur déplacement élémentaire dm. Bien sûr, l'élément dl subit la force df on vient de montrer qu'il est égal à I dl vectoriel B. Et lorsque l'élément dl subit le déplacement dm, ça veut dire que cette force va effectuer un travail lors du déplacement dm de l'élément de circuit dl la force dB, la force élémentaire dB, effectue le travail, non pardon, pas dB, dF, la force élémentaire dF, effectue le travail que je note D2 W égale au produit scalaire de la force dF par le déplacement élémentaire dm. Vous comprenez bien pourquoi je fais D2 W, parce que pour avoir le travail final, d'abord il faut intégrer sur tout le circuit, c'est-à-dire intégrer sur tous les éléments dl. Ensuite, il faut intégrer sur tout le déplacement depuis l'état initial jusqu'à l'état final. Vous avez ici le produit de deux éléments infiniment petits. Donc le résultat, ce sera un infiniment petit d'ordre 2. Donc D2W égale à dF scalaire dm. J'exprime dF qui est égal à IDL vectoriel B scalaire dm. J'obtiens ce qu'on appelle un produit mixte, puisqu'il est constitué par un produit vectoriel et un produit scalaire. Et vous connaissez la propriété du produit mixte, c'est que je peux faire une permutation circulaire des trois vecteurs pour avoir toujours le même résultat. C'est-à-dire que dl vectoriel b scalaire dm est égal aussi à dm, donc le vecteur qui était en troisième position va venir en première position, vectoriel dl, le vecteur qui était en première position qui passe en deuxième position, et scalaire, le vecteur b qui était en deuxième position et qui passe en troisième position par cette permutation circulaire. Ça, c'est une propriété du produit mixte. Donc, j'obtiens I facteur du produit vectoriel dm par dl. Alors, le produit vectoriel de deux vecteurs, comme vous le savez,
c'est un vecteur qui est normal à la surface, ou bien au plan engendré par dm et dl, et dont le module est la surface du parallélogramme de côté dm et dl. Le parallélogramme, c'est ça ce que je vais obtenir. Ça, c'est le produit vectoriel dm vectoriel dl en valeur absolue. Et il est représenté par un vecteur qui est normal à cette surface. Alors, le sens de ce vecteur, que je vais appeler ds, parce que c'est un élément de surface, I ds scalaire B, cet élément de surface est dirigé, puisque j'ai dm vectoriel B, donc d'après la règle du tire-bouchon, je tourne de dm vers dl, et ça va donner un vecteur ds qui est dirigé vers l'extérieur. Donc le vecteur ds, ce sera un vecteur qui est dirigé comme ça. Si on suppose que dl et dm sont dans le plan du tableau, eh bien le ds il sera sortant, dirigé vers l'extérieur. Je rappelle que le sens de ds est donné par le produit vectoriel dm et dl. Alors, d de w égale à I ds B. B scalaire ds, c'est rien d'autre que le flux d de w est donc égal à I multiplié par le flux dφ. Que je peux noter aussi d de phi parce que pour obtenir le flux total, il faut intégrer sur une surface. Donc, c'est un élément de flux d'ordre 2. Et c'est quoi d de phi? C'est le flux de B à travers la surface qui est le résultat du produit vectoriel de dl par dm. C'est la surface qui est assurée ici. En fait, cette surface, c'est quoi? Lorsque dl se déplace de la position initiale jusqu'à la position finale, il va balayer cette surface. Donc on dit que ds, c'est la surface balayée par l'élément de circuit dl pendant le déplacement dm. C'est le flux de B à travers la surface ds balayée par l'élément de circuit dl au cours du déplacement dm. D de phi, c'est le flux de B à travers la surface balayée par dl au cours du déplacement dm. Et ce flux, on l'appelle aussi le flux coupé pendant le déplacement. C'est aussi le flux dφ C, d de phi C, coupé par dl pendant le déplacement. Ça, c'est un résultat intéressant parce que
je vois que je peux trouver un lien entre le travail de la force magnétique et le flux du champ B. Si je veux avoir le résultat final, c'est-à-dire le flux ou bien le travail de la force agissant sur un circuit tout entier entre un état initial et un état final, il suffit de dire que W, c'est l'intégrale double de D2 de W qui est égal à I intégrale double de D2 de phi et j'ajoute l'indice C pour dire que c'est le flux coupé. C'est le flux coupé pendant le déplacement. Ça donne finalement W égale I. L'intégrale double de D2 de phi, c'est rien d'autre que le flux phi C. Et ce résultat qui est simple, qui a une forme simple, va constituer le théorème de Maxwell. C'est le théorème de Maxwell qui s'énonce de la façon suivante. Le travail des forces magnétiques travail des forces magnétiques agissant sur un circuit ou une portion de circuit parcouru par un courant I et le produit de I par le flux de B coupé pendant le déplacement. Donc je répète, le travail des forces magnétiques agissant sur un circuit, ou bien une portion de circuit, parcouru par un courant d'intensité I, et le produit de I par le flux de B coupé pendant le déplacement. C'est le théorème de Maxwell. À partir de ce théorème de Maxwell, je peux constater la chose suivante. Le travail normalement W, bien dW, on va faire la remarque suivante. Remarque, vous avez D2 de W qui est égal à dF scalaire le vecteur déplacement dm qu'on avait l'habitude d'appeler dl, mais on n'a pas appelé dl pour ne pas faire de confusion avec l'élément de circuit dl, égale à I d phi c. Donc, or, on sait que df, quelle que soit la fonction f, df est égal à gradient de f
multiplié par le vecteur déplacement élémentaire dl, mais dans notre cas, le dl est remplacé par dm. La différentielle de n'importe quelle fonction f, c'est le gradient de la fonction f scalaire, le vecteur déplacement élémentaire dm. Si je remplace petit f par phi c, donc i de d phi c, c'est égal à i de gradient f, non, gradient f scalaire dm, et qui est égal aussi à df scalaire dm. Ce qui me permet de dire que la force de Laplace peut se mettre aussi sous la forme df égale à i gradient de phi. Pardon, ça c'est phi, c'est pas f, c'est phi. Et ça donne une nouvelle écriture de la force de Laplace. Donc df, je peux l'écrire comme étant i dl vectoriel b, ou bien je peux aussi l'écrire comme étant i gradient de phi c, qui est le flux coupé pendant le déplacement. Bien, ce théorème de Maxwell peut être énoncé aussi d'une autre manière que je vais essayer de montrer dans ce qui va suivre. Autre forme du théorème de Maxwell. Petit 2. Autre forme du théorème de Maxwell. Je considère un circuit parcouru par un courant I que je choisis par exemple comme ça. Et ce circuit se déplace d'un état initial que je représente par l'état 1 vers un état final que j'appelle l'état 2. Et ce circuit se déplace dans une région de l'espace où règne un champ d'induction magnétique B. Bien. Alors pendant le déplacement, quelle est la surface balayée par le circuit? On voit bien que pendant le déplacement, la surface balayée par le circuit peut être représentée comme ça. C'est une surface qui a la forme d'un tube, parce que le circuit, c'est une boucle fermée. Si vous déplacez la boucle fermée entre l'état 1 et l'état 2, vous allez balayer cette surface-là. Que je vais appeler la surface balayée. Bien. D'après le théorème de Maxwell, le travail de la force magnétique agissant sur ce circuit entre l'état initial et l'état final
est égal au produit de I par le flux coupé. Et le flux coupé, c'est rien d'autre que le flux de B à travers la surface balayée. Donc c'est I multiplié par l'intégrale double de B scalaire ds, et j'ajoute l'indice petit b pour dire qu'il s'agit de la surface balayée SB. C'est la surface du tube qui est représentée sur la figure. Le vecteur ds, est-ce qu'il est dirigé vers l'intérieur du tube ou bien vers l'extérieur du tube? Il suffit de rappeler que nous avons vu que le ds s'obtient par le produit vectoriel de dm par dl. Donc dm, il est dirigé de 1 vers 2. Le dl, comme vous le voyez, il est dirigé pour la face à côté, envers de nous. Il est dirigé du bas vers le haut. Ce qui veut dire que si je fais le produit vectoriel de dm, qui est dans ce sens, avec le dl qui est comme ça, le produit vectoriel, il sera perpendiculaire à la surface et il sera dirigé vers l'extérieur. Donc ds, il est comme ça. Vers l'extérieur. Donc, si je prends un élément ds de la surface B, ce sera dsB dirigé vers l'extérieur du tube. Ça, c'est très important. Ensuite, j'ai la surface S1 qui est limitée par le circuit dans l'état 1 et S2, c'est la surface du circuit limitée par le circuit, c'est la surface limitée par le circuit dans l'état 2 et que j'appelle S2. Cherchons maintenant, avant de continuer, le flux de B à travers le circuit S1 dans l'état 1 et le flux de B à travers l'état 2. Donc à l'état 1, j'ai mon circuit qui est comme ça. Je le reprends ici. Et le flux de B dans cet état, je vais l'appeler Φ1 à travers le circuit. Φ1, c'est le flux à travers le circuit S1 de B scalaire ds1. Le vecteur ds1, c'est un vecteur qui est normal à la surface et on va le choisir lié. Le sens de ds1 est lié à celui du courant I par la règle du tire-bouchon. Donc je répète, Φ1, c'est le flux de B à travers la surface du circuit dans l'état 1. Et je choisis le vecteur ds1 lié, ou bien le sens de ds1, il est lié au sens du courant par la règle du tire-bouchon. Donc dans ce cas, si je regarde
cette surface-là, le vecteur qui représente S1, le vecteur ds1, il sera dirigé comme ceci, comme ça. Parce que ça c'est la partie qui est vers l'extérieur et ça c'est la partie qui est vers l'intérieur. Donc, lorsque je tourne, ça va me donner un vecteur dirigé comme indiqué sur la figure. Ça, c'est le flux à l'instant, ou bien à l'instant initial, c'est-à-dire dans l'état 1. Dans l'état 2, à l'état 2, je vais avoir la même chose. J'ai toujours le courant I qui est comme ça. Ça, c'est l'extérieur. Ça, c'est vers l'extérieur. Et ça, c'est vers l'intérieur. Parce que là, je trace sur un plan, ce n'est pas très clair. Dans ce cas, le vecteur ds2, ça c'est la surface S2, et le vecteur ds2, il sera toujours dirigé dans le même sens, comme ça. Dans cet état 2, je vais avoir le flux phi2 qui est égal à l'intégrale double sur la surface S2 de B scalaire ds2. Maintenant, je vais revenir à mon schéma de départ. Je vais essayer de réduire. Voilà. Si je reviens à mon schéma de départ, on constate que la surface S1 plus la surface balayée SB plus la surface S2, ça donne une surface S fermée. J'ai la surface S1, je lui ajoute la surface balayée, ensuite j'ajoute la surface S2, ça va me donner un tube fermé. C'est une surface qui est fermée. Et je sais que, d'après la propriété fondamentale du champ d'induction magnétique, divergence B est égale à 0, le flux de B est conservatif, c'est-à-dire que le flux de B à travers n'importe quelle surface fermée S est égal à 0. Sachant que le vecteur ds dans ce cas, il est toujours dirigé vers l'extérieur de la surface fermée. Donc ds vers l'extérieur de S. Si je veux appliquer cette propriété fondamentale à ma surface S, qu'est-ce que je vais obtenir? Flux de B ds sur la surface fermée S égale, d'après la relation de Schall, le flux sur S peut être décomposé en trois flux. Le flux à travers S1, de B ds,
plus le flux à travers la surface balayée de BDS et plus le flux à travers la surface S2 de BDS égale le flux à travers la surface BDS à travers la surface S1. Alors, il faut faire attention. Le DS qui est là, il est toujours dirigé vers l'extérieur. Alors que le DS1, dans ce que j'ai ici, dans l'état 1, il est dirigé vers l'intérieur. Donc, je peux écrire que ça, c'est le flux de B à travers S1 de moins DS1. Dans ce cas, sur la surface S1, DS est dirigé vers l'extérieur, alors que DS1 est dirigé vers l'intérieur. Donc DS est égal à moins DS1. Plus, bien pour le reste, SB, c'est B, scalaire DS, et le DS qui est dirigé vers l'extérieur, c'est le même que le DSB, qui est aussi dirigé vers l'extérieur. DSB. Et plus le flux de B à travers la surface S2. Et pour la surface S2, le DS il est dirigé vers l'extérieur et le DS2 aussi est dirigé vers l'extérieur. Donc B scalaire DS2. Et tout ceci, d'après la propriété fondamentale de B, doit être égal à 0. Le premier terme, le terme qui est là, le flux à travers S1 de B scalaire moins DS1, c'est égal à moins. Et le flux de B DS1, c'est rien d'autre que moins phi1, c'est-à-dire le flux de B à travers le circuit dans l'état 1, plus B scalaire DSB, c'est le flux coupé, puisque c'est le flux à travers la surface balayée. Et plus, le dernier terme, c'est le flux à travers la surface S2, c'est la surface du circuit dans l'état 2. Et ceci est égal à 0. Ce qui implique que le flux coupé est égal à phi1 moins phi2, qu'on note aussi delta phi. Ça, c'est très intéressant parce que le flux à travers la surface balayée, qui est quelconque, ça peut être n'importe quelle surface parce que le déplacement, il peut s'effectuer de manière quelconque, eh bien, ce flux coupé, dans tous les cas, il va dépendre uniquement du flux du circuit à l'état initial et du flux du circuit à l'état final. C'est égal à la variation de ces deux flux. Ce qui veut dire que le flux coupé ne dépend pas du chemin suivi, il dépend uniquement de l'état initial et de l'état final. Et par conséquent, d'après le théorème de Maxwell, le travail aussi, ça c'est connu, le travail de la force ne va dépendre que de l'état initial et de l'état final. Et au lieu de calculer le flux à travers une surface qui peut être bizarre, qui peut être n'importe comment, il suffit de connaître le flux à l'état initial et le flux à l'état final et faire la différence. D'où la nouvelle forme du théorème de Maxwell,
nouvelle forme du Alors la nouvelle forme du théorème de Maxwell va se mettre sous la forme, donc d'où la nouvelle forme du théorème de Maxwell. Vous avez W égale I phi c, ça c'est la première forme, et qui sera égal à I multiplié par delta phi, c'est-à-dire la variation entre l'état initial et l'état final du flux. La nouvelle, le nouvel énoncé du théorème de Maxwell sera le travail des forces magnétiques agissant sur un circuit ou une portion de circuit entre un état initial et un état final est égal au produit de I par la variation du flux entre l'état initial et l'état final. Et je répète que cette deuxième forme, c'est la forme la plus pratique, la plus simple, parce qu'il suffit de connaître le flux à travers le circuit à l'état initial et à l'état final, indépendamment du chemin suivi par le circuit. Par contre, la surface balayée, elle dépend du chemin suivi. Et de la même manière, vous pouvez trouver une relation entre la force dF, qui est égale à I gradient phi c. Il suffit de remplacer le phi c par delta phi dans l'expression pour trouver la forme de la force de Laplace en fonction de la variation du flux. Et on arrête là pour ce cours d'aujourd'hui.